Bien, mes chers collègues, je vais commencer à faire un tour d'appel. Monsieur Alloy est là, je l'ai vu. Oui. Monsieur André Patrick est présent. Monsieur Haroui, je ne l'ai pas vu encore. Il arrive. Monsieur Baïza, je l'ai vu. Madame Bricot, je l'ai pas. Madame Bricot a donné pouvoir à Monsieur Stöckling. Et Marcel, il est là, oui. Madame Kaluba, je l'ai aperçue. Monsieur Canovas est présent. Monsieur Carabas est là. Monsieur Chaplin est représenté par Madame Battinelli. Monsieur Comène est présent. Madame Corporon est là. Madame Coste-Joliette aussi. Mais j'ai le soleil en plein des yeux. Là. Madame Svic a donné pouvoir à Monsieur Haroui. Madame Dardet-Pascaline, je l'ai aperçue, me semble. Ah oui, derrière. Ouais, non, mais ça reflète sur le. Mettez le sac, mettez-le par terre. Voilà, c'est bon. Mettez-le dessus. Le sac. Non, non, au contraire, dessus. Là-bas. Merci. Madame Dardet est là. Monsieur Denaja a donné pouvoir à Monsieur Carabas. Monsieur Durand-Christophe est présent. Monsieur Escarguel a donné pouvoir à Monsieur Majouren. Madame Fabre de Roussac, je l'ai vu. Monsieur Fernandez-Angel a donné pouvoir à Gérard Canovas. Monsieur Ferrara Romain a donné pouvoir à Madame Magne. Madame Ferrier-Magali est présente. Madame Feuillassier a donné pouvoir à Monsieur Canovas. Monsieur Fricou est présent. Monsieur Garcia-Michel est là. Madame Gisardin a donné pouvoir à Madame Coste. Madame Glaude, Nathalie, j'imagine qu'elle arrive avec... Elle n'a pas eu le temps de faire le pouvoir. Ah d'accord. Elle est excusée. Monsieur Goudard a donné pouvoir à Monsieur Fricou. Madame Gouverner a donné pouvoir à Monsieur Linares. Monsieur Grosso a donné pouvoir à Monsieur Pacul. Monsieur Linares est présent. Madame Loupi Karine est présente. Madame Magne est là. Monsieur Majorel aussi. Monsieur Mers a donné pouvoir à Madame Reynaud. Monsieur Michel est présent. Monsieur Pacul, je ne l'ai pas vu. Il n'y est pas. Il n'est pas encore arrivé. Madame Paré-Razaïs a donné pouvoir à Madame Corporon. Madame Pat. Oui, Pat Prato aussi. Raja Cédric, je ne l'ai pas. Ah oui, c'est Madame Jama. Représentée par Madame Jama. Madame Reynaud Myriam est présente. Monsieur Rive est présent. Monsieur Sabatier Vincent. Je ne l'ai pas vu. Madame Sanchez-Florence est présente. Monsieur Savy a donné pouvoir à Monsieur Alloy. Madame Seguin a donné pouvoir à Madame Caliva. Monsieur Stöckling est présent. Monsieur Vandermerch est présent. Madame Vera Anaïs a donné pouvoir à Monsieur Sabatier. Et Monsieur Vidal-Alain est présent. Donc le quorum est donc atteint. On peut valablement siéger. Il nous faut donc maintenant désigner... le secrétaire de séance qui, en l'occurrence, sera Madame Jama, au bénéfice de l'âge, Madame Jama. Il nous faut maintenant valider le procès verbal du Conseil communautaire du 5 novembre 2020 pendant que M. Pacul nous rejoint. Est-ce que vous avez des questions sur ce procès verbal? Pas de remarques particulières? On peut considérer qu'il est approuvé à l'unanimité. Ensuite, vous avez les communications du président qui vous ont été transmises. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ces décisions que j'étais amené à prendre ou que le bureau a été amené à prendre? Pas de questions particulières, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. On attaque l'ordre des sujets de l'ordre du jour. Tout d'abord, le point 1 concerne la mise à disposition d'agents de cette agropole Méditerranée qui souhaitent poursuivre 4 mises à disposition de fonctionnaires territoriaux, 1 auprès de la MLJ, 2 auprès de la ville de Sète et 1 auprès du COS de Sète, acté et une nouvelle mise à disposition auprès de la ville de Sète, tout donnant lieu, bien évidemment, à remboursement intégral des rémunérations et charges afférents aux emplois concernés dans les conditions précisées par convention. Je vous donnerai donc de prendre acte de ces projets de mise à disposition des conventions
afférentes jointes en annexe et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques, pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Le point 2 concerne le déplacement des professionnels du personnel. C'est l'évolution du montant de l'indemnité versée aux agents exerçant des fonctions itinérantes pendant que M. Sabatier, Vincent, nous rejoint. Suite à la parution, si vous voulez faire une entrée discrète, s'il vous plaît. Suite à la parution du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévu à l'article 14 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est nécessaire de mettre à jour les règles et conditions appliquées par SAM en matière de versement de l'indemnité dite d'itinérance. Vous l'avez compris, ce sont pour les agents qui sont amenés à se déplacer. Alors, en fonction de la distance, ils ont une indemnité forfaitaire. C'est entre 50 km et 200 km, c'est 153 €. Entre 201 km et 400, c'est 310 €. Entre 401 et 600 km, un forfait annuel de 462 €. Et à partir de 601 km, un forfait annuel de 615 €. Ça fait partie de la réglementation et on est obligé de passer par là. Pas de questions, pas de remarques particulières. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. On arrive donc au point 3 qui concerne la modification du tableau des emplois. Il nous faut donc modifier le tableau des emplois. Dans le cadre de l'adaptation de l'organisation des services, il convient de mettre à jour et faire évoluer le tableau des emplois et les effectifs de la collectivité, prenant en compte la diversité et la technicité croissante des missions de service public réalisées par cette aglopole Méditerranée. D'autre part, suite à la reprise, pendant que les Frontiniennais nous rejoignent, l'hélico, il m'a coupé la chic. Prenant en compte la diversité et la technicité croissante des missions de service public. Voilà. D'autre part, suite à la reprise en régie des aires d'accueil des gens du voyage, un agent a été intégré à cette aglopole Méditerranée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions légales. Il est nécessaire aujourd'hui de lui proposer un contrat de droit public reprenant les causes substantielles du contrat dont il est titulaire. Il est donc proposé de créer les postes indiqués dans la délibération qui vous est jointe et que vous avez bien évidemment étudié attentivement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Pardon. Ah, 2 abstentions. 2 abstentions et les autres votent pour. Question 4. Je vais passer la parole à Marcel Steclin pour l'approbation de la convention financière relative au transfert de la compétence eau potable de la ville de Metz à cette aglopole Méditerranée. Merci, Président. La compétence eau potable a été transférée à cette aglopole Méditerranée depuis le 1er janvier 2020 sur le fondement de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite NOTRe. Par délibération du 30 avril 2020, le budget annexe eau potable a été clôturé au 31/12/19 et le transfert des résultats financiers 2019 vers le budget principal de la commune de Metz a été approuvé. Enfin, la délibération du 16 décembre 2020 de la ville de Metz approuvant la convention financière entre la commune de Metz et cette aglopole Méditerranée a pour sa part précisé les incidences financières du transfert. Vous avez, je crois, dans la convention qui suit les montants qui sont reversés. Simplement, je vais vous rappeler juste que le résultat d'exploitation du budget eau potable 2019 était excédentaire à Metz de 158 238 €,53 centimes et le résultat d'investissement était excédentaire de 90 052 €,24 centimes. Donc, dans le cadre de la convention, prévoit que la commune reverse en 2021 à la SAM les redevances d'assainissement perçues en 2019 pour un montant de 509 234 €, dont une part sera reversée à Suez, 51 154 €.
Les redevances agences de l'eau, modernisation des réseaux de pollution reversées par SAM en 2020 sans en avoir perçu le produit, soit de 138 888 €. Et SAM, pour sa part, reversera à la commune 105 500 € qui correspondent à des titres émis par la ville en 2019, mais annulés par le trésorier fin 2019, et 84 000 € de subventions versées par l'agence de l'eau à SAM en lieu et place de la commune. Donc, par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le transfert total des résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe eau potable de la commune de Metz au budget principal de la commune de Metz. D'approuver les termes de la convention si annexée précisant les modalités de reversement du résultat excédentaire au budget eau potable de la commune au profit du budget principal de la commune, les modalités de reversement des redevances assainissement et redevances perçues au profit de l'agence de l'eau, les modalités de régularisation de flux financiers entre le PCI et la commune qui font suite à la fermeture anticipée des comptes dans le cadre du transfert de la compétence eau de la commune vers le PCI, et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document s'y rapportant, et notamment la convention financière si annexée à la présente délibération. Merci Marcel. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Kaliba Rizolo. Oui. Dans le rapport que vous nous présentez, le bilan financier de ce régie public est bon, et donc c'est dans de bonnes conditions que l'AGLO la récupère. C'est une régie publique, et en fonctionnant en régie publique, elle est en bonne santé. Donc moi, la question que je vous pose, c'est que va devenir cette régie après le transfert? Est-ce qu'elle va continuer de fonctionner de façon autonome sous cette forme-là, ou est-ce qu'elle va être mise dans l'escarcelle des opérateurs et concessionnaires privés? Sachant que vous n'êtes pas, vous suivez comme nous l'actualité, des grandes métropoles et beaucoup d'agglos, je pense à Lyon, à Bordeaux, ont voté le retour en régie publique de l'eau. Nous continuons de penser que l'eau est un bien commun et un bien public, et que ce serait intéressant que sur un même territoire, nous ayons les deux formes de gestion pour pouvoir vérifier les fonctionnements. Donc, j'attends votre réponse avant de prononcer mon vote. La régie de Metz va rentrer maintenant dans la régie de cette agropole Méditerranée, de la même façon. Après, c'est une régie. Donc, vous aurez l'occasion de faire la comparaison des deux régimes. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Baïza. Monsieur le Président, oui, je ne vais pas nouveau débattre sur le sujet car nous n'avons pas validé le budget de l'eau. Mais par contre, nous nous sommes abstenus sur cette convention car automatiquement, nous ne pouvions pas la valider du fait que, voilà, pour notre désaccord par rapport au budget de l'eau. Et puis, nous aimerions savoir aussi dans cette convention ce qu'il advient du matériel, enfin de tout ce qui est bâtiment et compagnie, parce que je vois qu'il n'y a rien marqué, on n'est pas au courant de grand chose sur le devenir de ce service. Voilà. Comme dans tout transfert de compétences, il y aura un PV de transfert et bien évidemment, on saura si la truelle, la pince, la pompe, le bâtiment sont transférés, restent en propriété de la ville de Metz ou sont délégués en propriété à la CETA Agropole Méditerranée. Donc il y aura un protocole de transfert qui va être réalisé. Peut-être le maire de Metz prendre la parole. Oui, il y a un transfert un PV de transfert qui est en train d'être mis en place, et il y aura la mise à disposition des locaux du service de l'eau à l'agglo, comme les médiathèques, comme l'école de musique, et puis il y aura le transfert du matériel, donc des véhicules et des outils. Ouais. Et du château d'eau, oui. Mais mise à disposition. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on peut passer au vote. Alors, qui s'abstient? 2, 3, 4. Je fais une voix et demie. Il n'y a pas de problème, il n'y en a que... 4 voix, oui, parce qu'il y a création d'un chat, et 5 abstentions. Et on peut donc, les autres votent pour, et on peut donc passer à la question suivante. Michel Garcia, pendant que Madame Corporon peut éteindre son micro.
Donc, ce projet numéro 5 est un partenariat entre cette Aglopole Méditerranée et la Chambre d'agriculture de l'Hérault. C'est une convention cadre qui court sur 2021-2024 avec une convention d'application en 2021. C'est une demande d'autorisation de signature. Dans le cadre de la compétence développement économique de cette Aglopole Méditerranée et dans l'objectif d'articuler les interventions respectives de la Chambre d'agriculture de l'Hérault et de cette Aglopole Méditerranée au regard de leurs compétences et des moyens mis à leur disposition. Les deux institutions ont élaboré une convention cadre triennale de partenariat. La convention d'application 2021 a pour objectif de définir les actions à déployer, qui sont conformes à la convention cadre, et le budget prévisionnel global de ces actions, ainsi que les moyens alloués par les deux signatures pour leur réalisation. Ainsi, pour 2021, cette convention prévoit une enveloppe financière totale de 81 400 €, allouée à la mise en place du programme d'action 6 juin, cette enveloppe étant répartie entre les deux partenaires signataires selon Chambre d'agriculture de l'Hérault, 21 000 €, cette Aglopole Méditerranée, 60 400 €. Le règlement de la part de cette Aglopole Méditerranée à la Chambre d'agriculture se fera sur la base d'appel à versement par la Chambre d'agriculture. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter la convention cadre 2021-2024 établie entre cette Aglopole Méditerranée et la Chambre d'agriculture de l'Hérault, d'adopter la convention d'application 2021 établie entre cette Aglopole Méditerranée et la Chambre d'agriculture de l'Hérault pour un montant total de 81 400 €, d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention si annexée et tout document s'y rapportant. Merci Michel. Est-ce que vous avez des questions? Madame Kaliba-Rizolo. Oui, nous sommes totalement d'accord avec ce partenariat. Développer l'agriculture et la viticulture sur notre territoire, c'est une excellente mesure, mais c'est quand même très drôle, surtout quand il est placé juste avant le rapport sur la ZAC de Balaruc, parce que quand on regarde ce partenariat, cette convention de partenariat, il y a des objectifs très vertueux, hein. Réinvestir l'espace agricole et favoriser l'agriculture durable, maîtriser le foncier et le valoriser, assurer le maintien et le développement de l'agriculture, préserver l'accès au foncier agricole. Franchement, vous n'êtes pas une contradiction près, pourtant on est en plein dedans, quoi. Parce que je vous rappelle que lors du rapport sur l'extension de la ZAC de Balaruc, vous avez voté une artificialisation de 24 000 m², dont 6 000 m² étaient en zone agricole, pour lesquelles l'étude d'impact du projet rappelait que c'était une zone de moyen ou de bon potentiel agronomique. Donc, effectivement, on ne peut que prendre acte que ce partenariat soit mis en place et développe cette partie économique qui est importante, surtout par les temps qui courent. C'est très bien, hein, nous on est tout à fait pour, mais on sera très vigilant à ce que ça ne soit pas ce qui est communément appelé du greenwashing. Monsieur Vincent Sabatier a demandé la parole. Après, tu termineras, Michel, pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une question pour Madame Kaliba, vice-présidente du Conseil départemental. Combien d'hectares ont été artificialisés pour le lien nord de Montpellier? Combien de terres agricoles sont imperméabilisées à chaque fois que vous faites une déviation départementale autour d'un village? Et ce serait bien de ne pas avoir un double discours, à la fois dans une institution où vous siégez en tant que vice-présidente et l'institution où vous siégez en tant qu'opposante. Voilà. Et ça sera la même chose également pour le dédoublement de la RD 600, Ouais. où je pense que vous êtes partenaire, vous aussi, de cet aménagement global qui concerne à la fois l'extension de la ZACOM de Balaruc, mais également le dédoublement dont vous êtes partenaire. Non, mais les terres de Balaruc sont particulièrement fertiles et riches. Oui, Madame je peux Kaliba. répondre. Effectivement, le lien, moi je vais vous dire, c'est un projet qui dure depuis, je crois, plus de 25 ou 30 ans. Donc j'étais politiquement pas née, on va dire, à cette époque-là. Il y a des cadres de compensation. Après, ce n'est pas pour faire du commerce ou implanter des grandes surfaces qu'il y a le lien. C'est justement pour désengager et éviter des embouteillages. Vous faites référence à la D600. Je vous ferai remarquer que la D600, les travaux ont été aussi décidés. Les premières études datent il y a très longtemps, hein, je crois que c'était 98, parce qu'à l'époque c'était une route nationale, donc c'est l'État qui avait commencé à engager les travaux, donc renseignez-vous. Par ailleurs, c'est aussi pour permettre à ce que le port et le PEM que vous soutenez, c'est-à-dire qu'ils sont des institutions qui ont pris un virage aussi
le port un virage écologique, qu'on permette à faire du fret, qu'on permette à faire du ferroutage, qu'on permette à mettre en place tout ce qui est déplacement en péniche et du fluvial, et que la sortie de l'autoroute, elle est à Poulsan, et qu'il faut permettre aux camions, parce qu'on continue d'en avoir, et que le but du jeu, et c'est bien ce qu'a dit Carole Delga d'ailleurs, de diminuer pour le nombre de camions sur notre territoire en augmentant le fret d'une façon différenciée et plus environnementale et plus écologique. Donc il faut permettre à tous ces camions de rejoindre le port, de rejoindre le PEM. Donc cette notion-là ne se base pas pour artificialiser, pour mettre en place des grandes surfaces dont nous n'avons pas forcément besoin, mais pour permettre justement à ce que les espaces de stockage de la ZIFMAR servent à quelque chose et à ce que du fret se mette en place. À partir du moment où nous faisons une opération comme ça, il y a des opérations de compensation que l'État oblige à toutes les collectivités à mettre en place, et c'est-à-dire que nous protégeons et nous rachetons des espaces fonciers sur lesquels il n'y aura plus d'urbanisation et nous les mettons à l'abri des promoteurs immobiliers dont vous êtes coutumiers. Donc je pense que d'abord, c'est pas le lieu pour faire ça. Si vous voulez, vous pouvez venir en discuter au conseil départemental, d'abord. Et de deux, il faut pas tout mélanger. Là, on est dans un rapport à des terres agricoles sur un espace qui n'a pas forcément besoin d'être augmenté. Et en prenant ces 6000 m² de terres agricoles, nous avons rencontré des agriculteurs qui ont été poussés à vendre et qui ne sont pas forcément dans cette dynamique. Et il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui préféreraient s'installer sur notre territoire plutôt que de voir s'installer des grandes surfaces dont nous n'avons pas fondamentalement, par rapport à l'avenir et par rapport à la société que nous voulons laisser derrière nous, on n'a pas forcément besoin de ça. Voilà. Eh bien, avant d'aller au conseil départemental et avant de passer la parole à Michel Garcia pour le mot de la fin, tu as autre chose à rajouter, non? Une seule chose, on parle d'un sujet qui concerne les deux assemblées, donc je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire au conseil départemental, et d'ailleurs je ne me prépare pas à une élection, moi, donc je suis libre de dire ce que je veux dans quel conseil, sachant que ça le concerne également. Donc on aura bien compris que quand le département fait du béton sur des terres agricoles, c'est de l'écologie, et quand c'est l'agglo, par contre, c'est un scandale et c'est du bétonnage. Quand on le fait sur des terres polluées, comme l'entrée est de la ville de Sète, c'est du béton. Par contre, quand vous bétonnez des terres agricoles, vous, c'est de l'écologie. Vous n'êtes plus en contradiction près. Donc, je laisse la parole à mon collègue. Alors, Michel Garcia, cette convention sur l'agriculture. Ah, mais je suis content. C'est bien parce qu'au moins, ça permet de parler d'agriculture. Donc, on va parler d'agriculture. Et vous le savez, moi, je suis un passionné de l'agriculture. Donc, plus on en parle, plus ça me fait plaisir. Qu'on en parle bien ou qu'on en parle mal, d'ailleurs. Juste... Voilà, vous avez parlé des chiffres, donc vous avez parlé de 6000 m² détruits de surface agricole. Sur ces 6000 m², aujourd'hui, vous parlez de grands centres commerciaux. Je vous dirais qu'aujourd'hui, nous sommes en discussion, nous travaillons avec les services de l'agglo pour en mettre 2000 m² à disposition des agriculteurs pour une boutique de producteurs collective. Ce n'est pas tout à fait une boutique de producteurs, pour moi, de la grande distribution. Vous avez parlé de 6000 m². Moi, je vous répondrai 6733 hectares. C'est la surface agricole utile de notre territoire. Il faut les mettre en corrélation. Je vous parlerai de 56 hectares. 56 hectares, c'est le domaine de la Rouquette, dont nous signons la convention de bail amphithéotique avec une APEI d'ici la fin du mois de mars, et avec les premières mises en culture au mois d'avril, avec 6 producteurs, dont 2 installations. Voilà ce que je peux vous dire sur la protection des terres et sur la mise à disponibilité. Je vous donnerai un dernier chiffre. La surface minimum d'installation sur du maraîchage, c'est 1,5 hectare. Installer un agriculteur sur 60 ans, c'est accompagner un agriculteur au RSA, c'est l'envoyer dans le mur. Merci. Très bien, donc on peut passer au vote maintenant. Tout le monde a pu s'exprimer. Michel Garcia a conclu. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Tout ça pour arriver à l'unanimité. Félicitations, Michel. Donc, tu étais convaincant. Mais oui, bien sûr, mais c'est très bien. Donc, on peut passer à la question numéro 6. Et là, je passe la parole à Louis Linares pour le compte rendu du CRAC annuel de la SPL. SPLB. Je vais essayer de ne pas craquer, oui. Alors, bon, qu'il y ait du débat, d'accord.
pas de souci, on est là pour ça, c'est une assemblée. Je souhaite juste à titre personnel par rapport à la délégation qui m'a été confiée que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc j'apporterai quand même quelques précisions sur l'échange précédent, à savoir que là, il s'agit de valider en effet un compte rendu d'activité qui concerne la zone d'activité Ballarig Loisirs, certes, mais c'est une activité liée à l'année 2019. Que dans le débat que nous avons eu il y a quelques semaines de cela sur cette zone, le débat était fort intéressant et que nous avons précisé que nous nous autorisions à re-questionner le dossier et que nous avions fait le choix de continuer la procédure qui était en cours. Nous sommes toujours dans cet état d'esprit-là. Et pour preuve, si vous avez bien vu le rapport d'activité qui est présenté, à l'issue de ce bilan 2019, il était envisagé pour poursuivre l'opération d'engager 2 millions d'euros. À ce jour, cet argent-là n'a toujours pas été engagé. Donc nous sommes vraiment dans la démarche d'un débat tout à fait sain entre nous sur une cohérence de l'ensemble des sujets que nous avons à traiter. Et pour compléter la démarche engagée sur la question agricole, je précise aussi que dans les dossiers et les budgets que nous avons gérés sur le service aménagement, nous avons aussi engagé un travail avec Michel Garcia et du coup les services éco pour prévoir aussi une stratégie foncière agricole et des sources de financement qui nous permettent de monter en puissance sur cette question-là. Donc je reviens du coup au projet numéro 6, donc, qui est en effet le compte-rendu annuel 2019 de la concession d'aménagement avec la SPLBT relative à la requalification et à l'extension de la ZAC de Ballarig Loisirs. Donc en application des dispositions des articles L300-4 et L300-5 du Code de l'urbanisme, cette Aglopole Méditerranée a confié en 2018 à la SPL du bassin de Thau, dans le cadre d'une concession d'aménagement, la requalification et l'extension de la zone commerciale de Ballarig Loisirs. Le montant global prévisionnel des investissements est de 24 millions d'euros hors taxe. Il est prévu une participation publique à hauteur de 12 millions d'euros hors taxe. Conformément au traité de concession d'aménagement signé le 3 août 2018 et notamment à son article 16, la SPL adresse chaque année un compte-rendu financier de l'activité à cette Aglopole Méditerranée. Ce document présenté en annexe fait apparaître un montant total des dépenses réalisées au 31 décembre 2019 de 790 000 euros hors taxe, un montant total des recettes réalisées au 31 décembre 2019 de 833 000 euros hors taxe. Cette Aglopole Méditerranée a versé une première participation financière à la SPLBT d'1 million d'euros TTC pour le financement de l'opération au 31-12-2019. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le présent compte-rendu annuel au 31 décembre 2019, d'approuver le nouveau bilan consolidé au 31 décembre 2019 et son plan de trésorerie, et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document en ce sens. Merci Loïc. Est-ce que vous avez des questions? Madame Kaliba. Oui, je voulais rassurer M. Linares, Loïc, pour lui dire que, évidemment, qu'ici on est dans un espace de débat, que c'est le lieu où l'opposition et la majorité peuvent confronter leur vision du territoire, que moi, personnellement, je ne pense pas avoir apporté aucune agressivité et que je reste dans le cadre de notre territoire. Il me semble que c'est important qu'il y ait les voix dissonantes qui s'expriment. Voilà. Et sur ce projet, nous, on a déjà exposé nos arguments contre ce projet, et même si c'est qu'un compte rendu d'activité, c'est un compte rendu qui chapeaute et qui donne le rendu d'une activité liée à un projet contre lequel on s'est érigé. Alors pas dans le cadre de la requalification, parce que c'est un centre commercial qui existe et qui a vraiment besoin d'être revu dans ses accès, dans ses cheminements piétonniers, etc. Pas de problème. Mais comme vous le savez, on est contre l'extension, d'autant que on considère que ça pose des problèmes écologiques par rapport à l'eau, aux polluants, par rapport à la biodiversité, et je ne reviendrai pas sur l'emprise d'artificialisation des 24 000 m². Donc voilà, nous allons voter contre ce projet-là et ce compte rendu d'activité. Merci. Pas d'autres questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? J'en vois 3. 3 abstentions. Qui votent contre? 4. Les autres votent pour. On passe à la question suivante. Toujours Louis Linares. Là, c'est pour le CRAC de la concession d'aménagement multisite de la SPLBT. Oui, en application des dispositions des articles L300-4 et L300-5 du Code de l'urbanisme, cette Aglopole Méditerranée a confié en 2016 à la SPL Bassin de Thau, dans le cadre d'une concession d'aménagement multisite, la requalification de 3 zones d'activité économique communautaire, le parc aquatechnique et les eaux blanches à 7, la Pérade à Frontignan.
En 2019, l'avenant numéro 5 à cette concession d'aménagement attribue 7 nouvelles zones d'activité économique à l'aménageur ainsi que la création d'une pépinière d'entreprise dans les anciens bureaux Flexis, dans la zone d'activité des Eaux Blanches. L'Ambosque à Gijan, c'est une extension. Massilia et Zacom à Marseillan, c'est une extension. Les Trouillots à Poussan, une requalification. Les Hauts de Mireval à Mireval, requalification. La Catonnière à Bouzic, requalification. Le Barnier à Frontignan, requalification. L'Angaron à Metz, commercialisation. Le montant global des investissements est porté à près de 47 millions d'euros hors taxes. Il est prévu une participation publique à hauteur de 24 millions d'euros hors taxes. Conformément au traité de concession d'aménagement multisite et notamment à son article 23, la SPL BT adresse chaque année un compte-rendu financier de l'activité à cette aglopole Méditerranée. Ce document présenté en annexe fait apparaître un montant total des dépenses réalisées au 31 décembre 2019 de 16 796 000 euros, un montant des recettes réalisées au 31 décembre 2019 de 11 681 000 euros. Le montant de la participation publique au 31-12-2019 est de 9 430 000 euros et a été intégralement versé à la SPLBT selon l'échéancier suivant. Un premier acompte d'un montant de 150 000 euros en 2016, un deuxième acompte d'un montant de 3 millions d'euros fin octobre 2017, un troisième acompte de montant de 3 millions d'euros également fin décembre 2017 et un quatrième acompte de montant de 3 280 000 euros en 2018. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Je n'en vois pas, donc on peut approuver. Qui s'abstient? Tout à l'heure, vous vous êtes pas abstenu. Tout à l'heure, on pouvait s'abstenir, mais vous êtes allé tellement vite que j'ai pris. Ah, je vous ai eu. Donc, alors, 2, 4 et... Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Non 4 abstentions. Qui vote contre? J'en vois pas. Les autres votent pour. Question numéro 8. Il faut suivre. Hein. Oui, c'est le rapport du mandataire de SPLBT donc sur l'exercice 2019. En application des dispositions de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la société publique locale du bassin de Thau transmet à cette aglopole Méditerranée, représentée à l'Assemblée générale des actionnaires de la société, son rapport présentant l'activité et les résultats comptables pour l'exercice social clos le 31 décembre 2019 pour qu'il soit soumis au Conseil communautaire. Activité générale de la société. En 2019, la SPL Bassin de Thau a pris une ampleur supérieure avec l'entrée à son actionnariat d'une troisième collectivité, la ville de Marseillan, venant rejoindre les deux collectivités historiques, la ville de Sète et Sète Aglopole Méditerranée. À cette occasion, son actionnariat est passé de 225 000 à 326 000 euros. Concernant l'activité sous concession d'aménagement, la SPL a développé son portefeuille avec une extension de sa concession multi-site des ZAE communautaires et a en charge au 31 décembre 2019 la requalification de 10 zones d'activité économique, dont 2 en extension, la restructuration de la ZACOM de Balaruc pour le compte de cette aglopole Méditerranée. Concernant l'autre activité importante de la société, la délégation de service public du stationnement en parc et en voirie de la ville de Sète, l'année 2019 a aussi été particulièrement dynamique. Enfin, une activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion d'équipements publics, avec les conventions pour la gestion de la sécurité dans le patrimoine de la ville de Sète, la convention pour la gestion du parking courte durée et de l'abri vélo sécurisé du PEM de Sète pour le compte de Sète Aglopole, contrat donnant reconductible 3 fois de 2019 à 2023. Gestion du personnel. Un groupement d'employeurs, GEPL, a été mis en place au 1er avril 2019, permettant ainsi de mutualiser les équipements de SPLBT avec celles de SA Elite. Ce groupement d'employeurs met fin à la convention de partenariat entre la SPLBT et la SA Elite. Compte de résultats, les charges de la société, frais de personnel et mise à disposition des locaux s'élèvent à 2 547 000 euros, 371 000 euros de fonctionnement, 2 130 000 euros de DSP et 47 000 euros d'impôts sur les sociétés. Les produits de la société, principalement issus des concessions de la DSP, s'élèvent à 2 665 000 euros, 523 000 euros de fonctionnement et 2 143 000 euros de DSP. L'exercice 2019 affiche un résultat net positif de 118 000 euros après impôt sur les sociétés. Donc autrement dit, les deux premières questions, c'était le rapport d'activité, en gros, de ce qu'on demande à la SPL au niveau de l'agglomération. Et là, nous avons les rapports d'activité de la SPL dans sa globalité avec les autres actionnaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Passe au vote. Alors, qui s'abstient? Toujours 4. Qui vote contre? Toujours 4. Les autres votent pour. Question suivante, c'est toujours Loïc Minares. Et c'est le rapport du mandataire, la SA Elite, sur l'exercice 2019. Donc, en application des dispositions de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la société d'économie mixte
SA d'équipement du littoral de Thau, SAELI, transmet à 7 Aglopole Méditerranée, représenté à l'Assemblée générale des actionnaires de la société, son rapport présentant l'activité et les résultats comptables pour l'exercice social clos le 31 décembre 2019, pour qu'il soit soumis au Conseil communautaire. Activité générale de la société. Au 31 décembre 2019, le portefeuille d'opérations de la SA Elite est composé d'opérations en cours d'achèvement, concession de requalification du PRI Île-Sud, concession d'aménagement en carrière du Ramassis, Zac Entrée Ouest, Zac des Salins, assistance à maîtrise d'ouvrage du Lido de Frontignan. D'opérations qui assureront l'activité de la société pour les années à venir, concession de requalification du PNR QAD, de la concession d'aménagement de la ZAC entrée Est secteur Sud, de la concession d'aménagement de la ZAC communautaire entrée Est secteur Nord, animation de l'OPH communautaire, de mandat d'études d'avant-projet et ou de programmation en cours d'achèvement, clôturé durant le premier semestre 2020. Il s'agit de la restructuration immobilière et requalification de l'opération de rue Honoré-Eusé à 7, parking souterrain place Stalingrad à 7, parking place Aristide Briand et quai de la Consigne à 7, salle polyvalente place Jules Moche à 7. Et enfin, d'une activité patrimoniale, la SA Elite a structuré son activité patrimoniale pour accompagner les politiques de rénovation du logement et de redynamisation des activités commerciales. Pour cela a été mis en place un apport en compte courant de la ville de Sète d'un montant de 3 200 000 €, montrant ainsi son engagement dans cette stratégie. La gestion du personnel, un groupement d'employeurs, donc GEPL, a été mis en place au 1er avril 2019, permettant ainsi de mutualiser les équipes de la SA Elite avec celles de SPLBT. Ce groupement d'employeurs met fin à la convention de partenariat entre la SA Elite et la SPLBT. Compte de résultats, les charges de la société qui proviennent en grande partie des frais de personnel, 267 000 €, et de refacturation au groupement d'employeurs pour la mise à disposition des locaux et de personnel, 192 000 €, s'élèvent au montant en comptabilité de 826 661,06 € très exactement. Les produits de la société qui proviennent principalement des concessions, 570 000 €, s'élèvent au montant comptabilisé de 888 362,83 €. L'exercice 2019 affiche un résultat net positif de 61 701,77 €. Donc, par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer favorablement sur le rapport d'activité de la SA Elite concernant l'exercice 2019 et annexer la présente délibération et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents se rapportant à l'exécution de la délibération. Merci Loïc. Vous avez des questions, Madame Kaliova. Oui, évidemment, nous allons voter contre car nous sommes contre les projets que soutient la SA Elite. Mais ce n'est pas le mode de gestion de la SA Elite que nous remettons en cause, c'est les choix politiques, bien évidemment. Moi, j'aurais une question, parce qu'en lisant attentivement les deux derniers rapports d'activité présentés, on s'aperçoit, et là je parle par rapport à la collectivité, hein, je ne parle pas par rapport à la personne que je ne connais pas et qui est probablement certainement très compétente, et c'est pas du tout elle que je remets en cause. D'ailleurs, c'est pas une remise en cause, c'est une question et un questionnement. On s'aperçoit que dans le cadre de la direction générale de la SPL et de la direction générale de la SA Elite, c'est la même personne, c'est-à-dire deux établissements publics qui sont gérés par la même personne, qui elle-même a une société privée de cabinet d'architecture. Or, les deux, si j'ai vérifié, alors, les deux, la SPL et la SA Elite, c'est lié à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire. L'architecture, c'est lié aussi à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire. Cette société, on la retrouve sur notre territoire. Je suis tombée dessus en allant regarder les travaux du Carmel, et c'est cette société qui est la société architecte Thierry et Christophe, il me semble. Hein, c'est même, j'ai vérifié sur Internet, c'est bien ça. Donc, je voulais savoir si... Attendez, vous pouvez me laisser finir que je vous pose ma question? Je vous précise, regardez Merci. les actionnaires, Voilà. quand vous faites des allégations. Non, mais je te pose une question par rapport à la collectivité, parce que il ne faudrait pas qu'on se mette dans le cadre, qu'on favorise un conflit d'intérêts pour lequel la collectivité... voilà, et ça paraît un peu surprenant, vu de l'extérieur quand on regarde. Donc moi, je vous pose la question, hein. De tout mettre dans les mains d'une même personne en termes de direction générale, de structures privées, publiques, alors qu'à côté, il est sociétaire ou je ne sais quoi, enfin, en tout cas propriétaire d'une structure privée sur le même territoire et dans les mêmes objets. Donc rassurez-moi. Je vous ai rassuré. Effectivement, le directeur de la
SA Elite est en même temps le directeur de la SPLBT. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Monsieur Lenoir est directeur général de SAM et directeur général de la ville de Sète aussi. Monsieur le directeur de la SA Elite et de la SPLBT était architecte sur Sète, et toujours architecte, c'est comme moi, je suis toujours gynécologue, c'est pas pour ça que j'exerce toujours mon activité. Mais en fait, si besoin en été, je pourrais faire une petite prestation quand même. On ne sait jamais, mais s'il y a dans le public quelqu'un qui a un petit malaise, tout d'un coup, je suis en capacité encore de venir, je ne suis pas encore totalement sénile. Mais effectivement, dès qu'il a mis un pied dans la SA Elite, le directeur a abandonné toutes ses parts de la société dans laquelle il était avec son frère, dit Thierry, pour le prénom, et qui lui continue son activité, effectivement. Mais le nom de la société c'est une chose, mais l'actionnariat c'est autre chose, donc il n'a aucun lien. Et bien évidemment, vous comprendrez que je n'aurais pas pris ce risque de prendre un risque de conflit d'intérêts dans ce domaine-là. Vous savez que je suis particulièrement prudent dans ce domaine-là. Oui, vérifiez. Monsieur Sabatier. Je ne sais pas où est le procès d'intention, là, mais le fait de mettre un architecte à la tête de la SA Elite, je ne sais pas ce qui est choquant. Vous aurez préféré peut-être un officier d'état civil, peut-être ce n'est pas le métier, je ne sais pas, peut-être un cantonnier, je ne sais pas, proposer la profession adéquate pour être à la tête de la SA Elite sans qu'il y ait de conflit d'intérêt. Expliquez-moi. Voilà. Non, juste pour... C'est pire, c'est ce que vous sous-entendez. Donc, du coup, pour répondre clairement à la question, donc la mutualisation entre les deux structures ne concerne pas que le directeur, elle concerne également des chargés de mission de la structure. C'est le cadre de coût du GEPL qui a été créé. Sur la deuxième question, quant à des suspicions ou des peut-être conflits d'intérêts par rapport à la personne du directeur, il faut savoir que... Oui, pour la collectivité, j'entends bien, justement, c'est là où je voulais en venir. On a forcément un regard de contrôle, et c'est organisé au sein des services, donc sur l'aspect financier, sur l'aspect juridique. Donc les services de la collectivité ont fait le travail, et s'il y avait quelque chose d'anormal qui aurait dû être relevé, les services nous l'auraient indiqué. Ça s'appelle le contrôle analogue, c'est une des obligations que nous avons au sein de l'agglomération d'exercer ce contrôle analogue pour le bon usage des fonds publics, et c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement vigilant. Très bien, donc j'espère que vous serez rassurés dorénavant. Mais mon grand-père disait toujours, pour avoir un bon ministre de la mer, il ne faut surtout pas mettre un marin, il vaut mieux mettre un pharmacien, par exemple. Comme ça, il ne comprend rien et au moins, on ne lui fait pas avaler n'importe quoi. On va passer au vote. Qui s'abstient? Comment on est? Ah, alors, non, mais il faut que je vous stimule quand même. Allez, 4 toujours, 4 abstentions. Qui votent contre? 4 abstentions toujours. Contre. 4 contre et 4 abstentions. Question suivante, je crois qu'on est à la question de convention des travaux de PEM, phase 2, autorisation de signature. Alors, normalement, c'était Norbert Chaplin qui nous devait présenter cette question, mais il a délégué sa mission de vice-président à Madame Battinelli, qui le représente. Et simplement pour vous donner quelques nouvelles, j'ai eu Norbert avant-hier, il avait rejoint son domicile, il est effectivement fatigué, il a été quand même très affecté, il est assez faible, mais enfin, ça va bien. Donc il lui tarde de revenir, ne vous inquiétez pas. Madame Battinelli, c'est ce que je me suis permis de faire par anticipation. Madame Battinelli, à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc là, le projet numéro 10, c'est la convention de financement des travaux du PEM de Sète, phase 2, autorisation de signature. Donc depuis 2007, une réflexion a été engagée par l'ensemble des partenaires institutionnels afin de transformer la gare de Sète en véritable pôle d'échange multimodal. Le réaménagement de la gare de Sète en PEM s'établit en 2 phases. La phase 1 concernant le parvis sud est désormais achevée et il convient désormais de s'attacher à la réalisation sur la période 2022-2024 de la phase 2, secteur nord, pour un montant de 8 733 025 €.
Il s'agit notamment de créer un parking de plus de 200 places, un mail piéton, un abri vélo, une aire pour les taxis, de créer également une passerelle entre le nord et le sud du PEM permettant également l'accessibilité à la gare, accès par des ascenseurs. Donc la présente convention concerne donc les travaux de la phase 2, le financement sur un montant total de 8 733 025 € hors taxes est le suivant. Pour la région Occitanie, 2 369 590 €. Le département de l'Hérault, 703 250 €. Cette agropole Méditerranée, 3 249 277 €. L'État, 812 333 €. Et la SNCF, 1 598 575 €. Par conséquent, il vous est proposé d'adopter les termes du projet de convention de financement des travaux de la phase 2 du PEM de 7 et d'autoriser le président ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Donc, on va passer au vote. Mais avant, simplement, je voudrais vous donner un peu l'évolution de la situation. J'ai reçu une lettre du DGS du département qui, malgré l'accord favorable de M. Andra, le conseiller départemental, dans l'Assemblée, avait dit que le département viendrait. J'ai reçu une lettre du département me disant que ces 700 000 €, ils ne pourraient pas honorer cet accompagnement. En présentant l'excuse que c'est en esti. Il y avait le Covid et donc il y avait eu beaucoup de dépenses qui étaient imprévues. J'ai dit ça tombe bien parce qu'on n'aura pas besoin de cette somme pour 2021, mais par contre en 2022, on reviendra et j'espère qu'à ce moment-là, il y aura un peu moins de Covid, tout le monde aura été vacciné, sera immunisé et le département se sera fait une petite santé. Voilà la dernière nouvelle de la semaine. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Magali Ferrier. Voilà. Donc c'est la modification du règlement intérieur des établissements aquatiques de SAM. Donc c'est juste quelques modifications au règlement approuvé en 2018. Considérant l'accueil d'un public commun et diversifié composé de particuliers, de scolaires et d'associations sportives et de professionnels au sein de 2 piscines Di Stefano et Raoul Fonkern, considérant que cette agropole, en tant que gestionnaire, se doit de veiller au bon fonctionnement des établissements et d'assurer la sécurité des usagers, il revient de mettre en place une modification du règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement suivantes. Réservation de lignes d'eau par les associations, utilisation de la salle de muscu pour les professionnels, utilisation de la salle de fitness, données personnelles et droit à l'image et conditions générales de vente en ligne. Le règlement intérieur des établissements aquatiques a pour objectif de déterminer les conditions d'utilisation, d'assurer la sécurité des personnes qui les utilisent, de préserver l'état des installations et d'assurer la pérennité des équipements mis à disposition. Donc, par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le nouveau règlement intérieur des établissements aquatiques, d'approcher tout règlement intérieur antérieurement approuvé concernant les établissements aquatiques et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document s'y rapportant. Merci Magali. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Allez Magali, il te reste plus que 10 minutes avant le couvre-feu, donc tu peux y aller. C'est bon. Donc on passe au règlement intérieur du stand de tir intercommunal. Donc c'est pour une adoption. Le règlement intérieur du stand de tir intercommunal a pour objectif de déterminer les conditions d'utilisation, d'assurer la sécurité des personnes qui les utilisent, de préserver l'état des installations et d'assurer la pérennité des équipements mis à disposition des groupements d'utilisateurs. Donc comme tout le monde a lu le règlement, on peut passer par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter les termes du règlement intérieur applicables au stand de tir intercommunal géré dans le cadre de la compétence en matière de construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'autoriser le président ou son représentant à signer le dit règlement et tout autre document s'y rapportant. Merci Magali. Il y a des questions sur le stand de tir? Pas de questions. Passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Et encore une fois, Michel Garcia aura le dernier mot. Donc juste un petit complément tout à l'heure par rapport au point que je défendais. J'ai oublié de vous dire, Madame Kalueba, que les 56 hectares de la Rouquette, c'est bien sûr en agriculture bio qu'on fait les installations. C'est un minimum. Je voulais faire écho quand même à votre belle veste verte. Très bien posé à toi.
Pardon. Donc, projet numéro 13, excusez-moi. Site naturel protégé du bois des Araskiers, Vic-la-Gardiole. Convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral entre SAM, le CDL, l'ONF. Autorisation de signature. Le site naturel protégé du bois des Araskiers, d'une superficie de 85 hectares, dont 56 hectares de Pendalep, présente un caractère pittoresque et original pour son boisement naturel situé à proximité immédiate du littoral. La gestion du site est assurée par cette Aglopole Méditerranée et l'ONF au titre du régime forestier. Elle consiste en la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier, valant plan de gestion du site. Il a été approuvé en 2015 pour la période 2014-2028, avec notamment la surveillance, le maintien en état de propreté, la veille et le suivi écologique. Le débroussaillage, l'entretien des pistes et parcelles forestières, les missions relatives au boisement sont menées en partenariat avec l'ONF. Cette convention intègre la présence de la Maison du Gardien, qui est mise à disposition par le Conservatoire du littoral et occupée par un agent de SAM assermenté en qualité de garde du littoral. La présente convention vient renouveler une première convention signée en 2015 entre le Conservatoire du littoral, SAM et l'ONF. Elle est venue à échéance aujourd'hui. Elle définit donc les droits et obligations des parties contractantes pour la mise en œuvre de la gestion sur le site. Cette convention est signée pour une durée de 6 ans. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter les termes de la convention de gestion du site Bois des Araskiers entre le Conservatoire du littoral, cette Aglopole Méditerranée et l'Office national des forêts s'y annexé pour une durée de 6 ans, d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention susvisée ainsi que tout document s'y rapportant. Merci Michel. Est-ce que vous avez des questions sur le Bois des Araskiers? Pas de questions, donc vous allez pouvoir allez vous y promener. Une fois qu'on aura voté, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Le dernier point, je vous rappelle que le prochain conseil communautaire aura lieu le 18 mars 2021. L'heure, je ne sais pas, et le lieu, je ne sais pas. Donc, merci. Il vous reste 5 minutes pour rentrer chez vous. Donc, soyez prudents quand même. Il y a une belle piste cyclable pour ceux qui sont venus en vélo. Bonne fin de soirée.